Yes, we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h. Je suis très heureux de vous accueillir pour le Culture Club. À mes côtés, les esprits critiques, Marie-Ange Philippe, Marcel Petriccioli, Inès Moratti et Xavier Affre. La question du soir, adaptation littéraire, à qui profite le crime? Et les œuvres que nous avons sélectionnées pour y répondre, en BD, Pereira Prétend de Pierre-Henri Gaumont aux éditions Sarbacane, Du côté du grand écran, No Country for Old Men des frères Cohen et Dune de David Leitch. Dans notre bibliothèque, l'adaptation, le cinéma a tant besoin d'histoire de Frédéric Saboureau et notre bonus track, American Gods, une série créée par Brian Fuller et Michael Green. Je rappelle la question du soir, adaptation littéraire, à qui profite le crime? Et comme chaque vendredi, plusieurs œuvres pour donner quelques éléments de réponse. Et nous allons commencer avec vous, Marcel, en BD, Pereira Prétend de Pierre-Henri Gaumont aux éditions Sarbacane, d'après le roman d'Antonio Tabucchi. Oui, donc nous sommes à Lisbonne en 1938. Le Doutor Pereira, c'est un bon catholique, un homme affable, seul, triste, mélancolique. Il vit seul parce qu'il est veuf, un veuf inconsolable. Et tous les soirs, quand il rentre chez lui après le boulot, il parle au portrait de sa femme, il lui raconte sa journée. Alors il est responsable, c'est le seul responsable de la page culturelle d'un quotidien, le Lisboa. Alors c'est un quotidien conservateur et catholique. Je vous rappelle que nous sommes au Portugal et qu'à l'époque, nous sommes en pleine dictature. Mais alors la politique, Pereira, il s'en occupe absolument pas. Hein. Pour les passages à tabac, les patrouilles de l'armée dans les rues, ça ne le regarde pas. Surtout, ne pas faire de vagues. Voilà. Et puis un jour, il va croiser un couple. Et ce couple, c'est un couple qui est engagé pour la cause anarcho-communiste. Et cette rencontre va progressivement bousculer la routine de Pereira, le forcer à se remettre en question. Alors il faut faire un parallèle entre le parcours de Pereira et le parcours politique qui se passe au Portugal. Hein. Pereira va se poser des questions, un parti politique qui ment. Il y a vraiment un formidable parallèle entre la vie personnelle de Pereira et la vie politique. Et en suivant son parcours, on assiste bien sûr à la montée de la lutte, à la révolte contre l'obscurantisme, contre la violence. Et puis surtout, c'est une introspection. Ce personnage qui est érudit, qui est passionné de littérature française. D'ailleurs, il écrit beaucoup sur les romans français. Eh bien, toute cette introspection, c'est plein de finesse, plein de justesse. Rarement, une bande dessinée aura aussi bien traité les méandres de l'âme humaine, la solitude et la détresse d'un homme vraiment blessé. Et c'est aidé par un dessin qui renforce cette incroyable plongée dans la psyché humaine. On dira deux mots du dessin après, mais il y a des trouvailles graphiques. C'est absolument merveilleux. Les couleurs, tantôt elles sont vives, violentes, tantôt elles sont froides. C'est une BD qui est absolument indispensable. C'est un vibrant, un poignant hommage à tous ceux qui sont révoltés, à tous ceux qui ont lutté contre la dictature, contre l'oppression. C'est aussi un vibrant hommage à ceux qui ne prétendent pas, mais ceux qui vivent libres, ou comment un homme peut se révolter avec sa seule plume. C'est vraiment une œuvre symbolique sur la résistance, contre le totalitarisme. Et il faut lire aussi le formidable bouquin de Tabou, qui c'est une adaptation absolument merveilleuse et réussie. Les forces obscures du totalitarisme, c'est par la plume également qu'on les combat. C'est ce que montre la bande dessinée. Vous vouliez dire quelques mots sur le dessin, justement, Inès? Oui, alors parce que c'est bien plus qu'une simple transposition, vraiment. En fait, Pierre-Henri Gaumont a passé autant de temps à se demander comment il allait passer de la grammaire du roman à celle de la BD qu'à effectivement dessiner. Alors, en chemin, il aura abandonné sa technique de prédilection, l'aquarelle, pour finalement adopter une technique proche de la sérigraphie avec une superposition de calques. L'idée, c'était de donner vie à Lisbonne, personnage à part entière, avec des couleurs vraiment franches. Mais ce n'était pas la seule difficulté posée par l'adaptation. Comment allait-il pouvoir transposer les dialogues intérieurs de Pereira sans avoir systématiquement recours à la voix off? Eh bien, le dessinateur a fait le choix d'incarner ses pensées avec tout un tas de petits personnages unicolores qui nous donnent à voir carrément les tiraillements du personnage, autant de questionnements, d'ailleurs exacerbés par le contexte sociopolitique. On en a parlé. Et en fait, le choix de ces silhouettes, ça prend tout son
son sens lorsque le docteur en fait lui parlera de cette fameuse théorie de la confédération des âmes. Alors plusieurs âmes cohabiteraient et nous en serons soumis au système de valeurs imposé par l'âme qui l'aurait emporté. On comprendra donc que même avec 21 grammes finalement ça peut peser lourd, surtout lorsqu'on se bat avec une plume. Alors je rappelle, on évoque durant toute cette émission les adaptations littéraires, qu'elles soient en bande dessinée, qu'elles soient en série télé, qu'elles soient au cinéma. Xavier, la dimension politique de la bande dessinée, c'est ce qui ressort et c'est ce qui vous a interpellé, parce que je vous connais un tout petit peu. Oui, vous me connaissez bien. Non, c'est tout. C'est-à-dire que le dessin, le scénario, l'adaptation, parce que moi j'ai lu le livre de Tabouki et j'avais lu Nocturne indien, on est vraiment dans l'univers de Tabouki avec cette espèce de mysticisme. Je trouve ça fabuleux. Il y a un énorme travail d'adaptation. Et le contexte politique qui est déjà présent de toute façon dans le roman d'origine, qui est un énorme roman, vraiment plutôt court, hein, c'est pas très long. Pas très long. Et il y a un vrai travail, et je rejoins absolument Inès, et c'est pas qu'une illustration, comme souvent dans les adaptations littéraires en BD. Là, vraiment, c'est un travail, mais vraiment, c'est l'émergence d'une conscience politique, et c'est vraiment fabuleux. Je vais courir, c'est pas déjà fait parce que je ne l'ai point trouvé encore, mais je vais courir l'acheter dans ma bibliothèque. Pereira prétend de Pierre-Henri Gaumont aux éditions Sarbacane, d'après le roman qu'a lu Xavier d'Antonio Tabouki, indispensable pour comprendre également les tumultes de notre temps. Xavier, restons avec vous. Deux films. Le premier, No Country for Old Men des frères Cohen, qui date de 2007, d'après le roman de Cormac McCarthy. J'ai choisi deux œuvres, une réussie, même très réussie, et l'autre bien ratée. Alors la réussie est à mon avis même meilleure que l'ouvrage. C'est assez rare en adaptation cinéma quand même. Donc c'est les films des frères Cohen. Alors on s'était dit à cette époque-là, les frères Cohen, bon c'est bien, mais c'est un peu la routine. Et ils nous sortent un film à l'époque, en 2008, bon déjà qui est difficile à raconter parce qu'il y a une trame évidemment, mais qui est un peu particulière parce qu'on se situe à la frontière entre le Texas et le Mexique. Et c'est un homme qui tombe sur une camionnette en plein désert avec des morts autour, et il voit une sacoche avec des billets, il prend, il ne fait pas attention, et il est évidemment appâté par le gain, évidemment, et ça déchaîne toute une série de réactions en chaîne qu'on ne va pas dévoiler ici, avec cette peinture de l'Amérique vraiment très sombre des frères Cohen, cette incarnation magnifique du mal qui est Javier Bardem, son meilleur rôle, très loin tout ce qu'il avait fait notamment dans le James Bond, où il était insupportable. Mais là, franchement, c'est le mal absolu, c'est l'enfer, c'est l'incarnation. On avait rarement vu une incarnation du mal comme ça. C'est magnifique visuellement, il y a des ruptures de ton en permanence, on rit, puis on bascule, on bascule vers quelque chose qui est le film noir, puis le western crépusculaire. J'avais consacré déjà une émission, et avec les grands espaces filmés aussi. Donc tout est là dans l'œuvre thématique des frères Cohen. Il y a même un côté mythique là, c'est le mythe américain, c'est l'Amérique violente, la société américaine qui se fonde aussi sur la violence. C'est une réflexion aussi sur plein de choses, alors je dis sur l'époque, sur la perte d'humanité. Il y a plein de choses dans ce film qui est d'une richesse inouïe et qui marquait le grand retour des frères Cohen, l'immense retour des frères Cohen. Marie-Ange. J'ai adoré, non, pas seulement pour Javier Bardem, qui est un de mes acteurs préférés, non, parce qu'il avait fait aussi un film dont le nom m'échappe, mais Xavier va le retrouver, qui se passait à Barcelone. Ah, Vicky Cristina. Non, c'était pas celui-là dont je parlais, mais c'est pas grave. Bon. on va passer, bref, c'est pas grave. Oui, aussi, bon, bref. Mais bon, comme toujours, c'est l'absurde qui l'emporte chez les frères Cohen. C'est une épopée fantastique au sens absolu du thème, parce que le thème est très noir. Alors, par rapport à la force du film par rapport à la littérature, au roman, c'est la question du point de vue, notamment servi par la photographie du film de Roger Deakins, qui collabore depuis longtemps avec les frères Cohen. Et c'est vraiment ces jeux de lumière, d'angle et tout qui marquent le point de vue du réalisateur et du coup qui guide le spectateur. Et c'est dans ce film, c'est absolument merveilleux. Ça sert et le propos et les acteurs. Et Javier Bardem, il est tellement angoissant, tellement flippant qu'il en devient presque comique avec cette fameuse coupe au carré qui à la fois terrifie et à la fois on a envie de lui rironner. Et c'est ce sentiment, ces deux sentiments aussi pendant tout le film, entre ces deux sentiments permanents. Et il y a une fin, comme toujours chez les frères Cohen,
à la fin, on comprend, et à la fin, on se dit, mais c'est peut-être pas ça, en fait. On ne comprend pas, on est obligé d'aller voir sur Internet. Enfin, mais le plus beau personnage est sans doute joué par Tommy Lee Jones, qui incarne à lui seul cette espèce d'Amérique déboussolée, cette mélancolie du temps d'avant. Américaine, c'est ça. Un des meilleurs rôles de Josh Brolin aussi, quand même. Oui, qui est très intéressant d'ailleurs comme comédien. Josh Brolin, on a tendance à le suivre. N'oublions pas les Goonies. Parce qu'il joue dans les Goonies, n'oublions pas les Goonies. Le film sur George Bush. Oui, W. Voilà. Marcel. Que dire de plus, j'ai adoré, Oscar du meilleur scénario adapté. Voilà, preuve que c'est vraiment une adaptation réussie. Je trouve un peu dur quand tu dis que le film est meilleur que le roman, parce que le roman est génial. Parce que McCarthy, c'est quand même un grand. Mais alors on va évoquer McCarthy aussi, héros de la contre-culture américaine. Il faut le signaler. Une autre adaptation réussie, La Route de McCarthy aussi. Les frères Coen le disent, ils n'ont pas eu beaucoup de travail, ils ont juste eu un travail de compression parce que tout est déjà dans le bouquin. Voilà, moi j'ai adoré, je ferai une filiation avec La Horde Sauvage. Là aussi il y a un choc de deux cultures, enfin d'une tradition et de la violence moderne. Et Roger Deakins, qui a aussi signé les images de Blade Runner 2049. Si vous le permettez, je continue. Vous allez l'évoquer tout le temps, les émissions. Et Marie-Ange a également raison. Belle référence, en tout cas, on peut le comparer, même si ce ne sont pas les mêmes thèmes, à True Grit. C'est vrai aussi. On va évoquer Dune de David Lynch. Nous sommes en 1984, d'après l'œuvre de l'immense Frank Herbert. Et réalisé par le non moins immense David Lynch. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on en a déjà beaucoup discuté avec Marcel en préparant cette émission. C'est clair que David Lynch s'est peu intéressé à la science-fiction, c'est le moins qu'on puisse dire quand même, finalement. Alors, on retrouve, il a quand même placé son acteur de l'époque, Kyle MacLachlan, qui est d'ailleurs sans doute l'un des atouts du film, et il y en a peu. Qui est son prolongement à l'écran. C'est clair, et c'est le cas aussi dans la Twin Peaks saison 3. Voilà, et alors, il y a un moment, il y a une apparition de Sting, qui est certes grotesque. Alors, c'est marrant, l'apparition des rockstars, c'est le cas de Bowie pour d'autres films, c'est raté souvent, je ne sais pas pourquoi. Et alors, bon, je veux faire l'impasse de l'histoire, je pense que Marcel, on peut en dire un mot, c'est une bataille face à un peuple qui contrôle les épices. En fait, de toute façon, c'est très obscur, bien entendu. Et c'est sans doute une saga passionnante, mais c'est vrai que le film a été charcuté. Obligé de parler de ça plus que du résultat qui est vraiment plus que décevant. Mais le film faisait 4 heures. Il est tombé à 2 heures. Puis avant Lynch, il y avait Jodorowsky. Il y a un documentaire qui était sorti. Jodorowsky Dune, où il explique le projet où il devait faire jouer Mick Jagger, Orson Welles, Salvatore Dali, extraordinaire, pas Amanda Lear moins, mais bon. Mais c'est grâce à elle que Salvatore Dali a fait j'imagine. C'est le seul intérêt d'Amanda Lear, si vous me permettez. Mais non, le projet après a été repris par Dino De Laurentiis, qui était un chien en termes de producteur. Alors pas de la même façon que Weinstein, mais lui très très dur en affaires. Et David Lynch en plus qui arrive là. Sans doute pour le pécunier, faut être honnête, je pense, et qui n'a pas peut-être bien saisi l'ensemble de la saga, d'autant plus qu'il en adapte un tome. Je ne vois pas l'intérêt d'en faire qu'un tome si ce n'est pas la saga. Enfin, il y a quelque chose qui échappe un peu. Alors évidemment, moi je souligne la photo de Freddie Francis, extraordinaire chef opérateur qui avait fait Elephant Man. Voilà, hormis ça, et l'acteur, et la BO. La BO, oui, Brian Eno, voilà, bon, c'est sympathique, c'est très années 80 finalement, ça m'a vieilli. avait prévu tout ça avec des magmas quand même, en BO. Je terminerai sur le reboot. Vous n'avez pas terminé parce que on va encore évoquer après Marcel. Mais sur le reboot fait par Denis Villeneuve, là, ça y est, c'est annoncé et j'attends ça avec une énorme impatience. Vous ne pouvez pas savoir. Je suis très excité par le projet de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, le réalisateur de. Alors, Blade Runner 2049. C'est ça, voilà. Marcel, quelques mots sur qu'est-ce qu'on peut dire sur Vous Dune. aimez beaucoup Frank Herbert. J'adore Frank Herbert. Frank Herbert est à la science-fiction, au space opéra, ce que Tolkien est au Seigneur des Anneaux. Voilà. Et Dune, c'est ça. Donc comment adapter Dune? Pour moi, c'est pratiquement inadaptable. Je ne sais pas ce que va faire Villeneuve. Mais ce qui me désole le plus, c'est que Lynch n'a pas lu le livre et que il n'y a absolument rien de ce qu'on retrouve dans le livre de Dune, quoi. Même s'il a été charcuté, tout ce que vous voulez, même si c'est kitsch, les effets spéciaux mal vieillis, pour moi, c'est le prototype d'une adaptation ratée, mais complètement ratée, parce que Dune, ça parle de politique, de géopolitique, ça parle de religion, ça parle de guerre. À tel point, il y a quelque chose qui est marquant. Bon, on ne va pas raconter d'histoire, mais c'est une quête initiatique dans le désert du héros qui s'appelle Paul. Et chez David Lynch, en fait, c'est Paul, c'est un colonisateur. Il retourne carrément. Donc voilà, pour moi, c'est complètement raté. Lynch, oui, le côté pécunier, mais
qui s'intéressent à l'œuvre au moins. Quoi. Ça peut être intéressant la quête initiatique d'un colonisateur. Je ne sais pas. Pourquoi mais pas mais je suis absolument d'accord. Bon, c'est Lynch, mais c'est une faute évidemment, une faute de parcours là pour le coup. Oui, mais il est presque devenu culte ce film en fait avec le temps. C'est vrai qui est curieux. En plus, on ne comprend strictement rien. En plus, pour le néophyte que je suis sur la saga de Frank, il ne faut pas chercher à comprendre grand-chose. Parce que alors, je ne sais pas si c'est le montage qui veut ça. On ne comprend, mais alors rien. On voit des vers dans le sable, et puis on passe sur des scènes où on ne comprend strictement rien. Là où tu as raison, c'est qu'il a été charcuté. On ne peut pas résumer Dune en 2 heures. C'est impossible. Imagine Seigneur des Anneaux, 2 heures seulement, par exemple. Déjà que ça en fait 9 heures et c'est horriblement long. Imaginez 2 heures. Moi, ça m'aurait ravi en 2 heures, le Seigneur des Anneaux. C'est impossible. Alors, avant d'évoquer votre ouvrage, Marie-Ange, vous devez résumer en moins de 2 minutes ce que vous avez ressenti de Dune. sur Dune. Non, mais en fait, je ne sais pas pourquoi on s'obstine à parler de Lynch. On ne comprend jamais rien. Non, mais c'est fabuleux, Lynch. Mais on ne comprend jamais rien dans ses œuvres. C'est ça aussi sa beauté. Après, je ne peux pas donner un avis parce que je n'ai pas lu le livre. Mais c'est vrai que le film m'a laissé un peu sans voix, un peu négativement, contrairement aux autres œuvres de Lynch. Ouais. Mais par contre, vous n'êtes pas sans voix pour évoquer l'adaptation Le cinéma a tant besoin d'histoire de Frédéric Saboureau aux éditions Cahiers du cinéma. Oui. Alors, c'est Xavier qui me l'a soufflé, ce petit ouvrage, qui à l'époque faisait 8,95 € et qui maintenant fait 160 € parce que, comme c'est une édition. Donc voilà, ce qui est rare et cher, mais vous pouvez demander. Quelle inflation, le libéralisme économique. Mais vous pouvez demander à Xavier de vous le prêter, chers téléspectateurs, il vous le fera volontiers. Ben vous pouvez écrire à François Corsevier-Astel au nom de Xavier Affre, chroniqueur culturel de Pendant le 20h, et il vous enverra dédicacé avec un petit mot l'ouvrage. Voilà. Ça, c'était pour toi. Alors, donc, le sous-titre, le cinéma a tant besoin d'histoire. L'auteur parle même de matière première en ce qui concerne la littérature et le cinéma, comme si la littérature fournissait un esprit et le cinéma lui donnait un corps et des habits. Alors, il questionne des dizaines et des dizaines d'ouvrages, de Julien Gym, en passant par Au Brother, au procès dans le Sornouen, jusqu'à Sleepy Hollow, réalisé par Tim Burton, et son esthétique un peu de peinture flamande. D'ailleurs, dont la réalisation a été très libre, puisque dans le roman, Ichabod Crane est un inspecteur un peu au physique ingrat, et dans le film, c'est Johnny Depp. Et donc, en fait, il questionne donc le rapport à la fidélité et qu'est-ce qui fait une bonne adaptation. Et nous dit l'auteur, au cinéma, c'est entre autres le point de vue. Tout est question de point de vue. Le point de vue, c'est un choix, c'est jamais neutre. Le point de vue, c'est dire ce que l'on pense. Alors, dès lors, l'ellipse, les voix off, les angles, les points de vue vont se révéler être des outils pour une appropriation, et il parle même des dialogues comme une musique signifiante. Ici, il prend l'exemple du procès d'Orson Welles et de la cacophonie voulue dans le procès. Donc ce sont tous ces procédés techniques, mais aussi porteurs de sens que l'auteur décortique, et il questionne aussi, bien évidemment, notre propre regard, notre regard de spectateur, parce qu'au final, tout est question d'histoire, oui, mais d'histoire avec un grand H, puisqu'au fil du temps, notre perception a changé, notre perception avec les images a changé, et si l'enjeu d'un vrai travail d'adaptation, ce serait, dit-il, la conscience du temps présent dans lequel le travail s'inscrit, c'est-à-dire savoir mettre l'œuvre au présent. Et j'en profite pour citer quelqu'un qui l'avait fait magnifiquement et qui est décédé il y a quelque temps, ce qui est Jean Rochefort, avec le bolos des belles lettres sur YouTube, la petite chaîne YouTube, qui racontait des classiques littéraires dans un langage de rue, dans le langage jeune. Et voilà, ça, c'est une magnifique adaptation. David ? Alors, moi, je conseille cette petite collection. Bon, allez, tous les livres ne sont pas à 180 €. Je pense que celui-là est très rare. Je ne savais absolument pas. C'est assez étonnant, effectivement. Cette petite collection s'appelle Les Petits Cahiers. Il y en a un sur le montage, le son, la photo, l'écriture. C'est vraiment très bien. C'est didactique, c'est pédagogique, c'est clair. Il y a une deuxième partie souvent avec des exemples, un peu comme des études de cas. Ce qu'on fait tout en enseignement, c'est vraiment très très bien. Et là, pour le coup, moi je souscris absolument. L'intérêt du livre aussi, c'est de faire comprendre, et Marie-Ange l'a dit, que déjà depuis tout le temps, les premiers scénarios en fait au cinéma ont souvent été des adaptations. Hein. C'est-à-dire que les scénarios originaux, l'impression que c'est né comme ça de suite, non. On a souvent, dès le départ, adapté des romans ou de l'effet d'actualité, des journaux. Et puis l'intérêt aussi de l'adaptation, peut-être du livre, c'est de comprendre ce qui pour moi fait une très bonne adaptation. Marie-Ange a dit le mot magnifique, et réappropriation, c'est-à-dire c'est une question de point de vue. Donc dès lors qu'on trahit un livre avec intelligence, ça ne doit pas poser de problème. On ne doit pas avoir de cohorte de fans qui viennent nous fatiguer sur les réseaux sociaux pour nous dire c'est une honte, etc. Et on n'a rien compris. Adapter, ce n'est pas copier.
C'est créer, je dirais même. Voilà. Adapter, c'est créer. C'est important. C'est important le mot du libraire également. Adapter, c'est créer. Vous le conseillez également, le livre? Oui, bien sûr. Petit livre sur le cinéma, 160 €, je le conseille. Mais celui-ci ne fait pas 160 €. Non. Donc juste à ce moment-là de l'émission, on va dire quelques mots. Quelques mots, c'est les cahiers de la BD. Ça existait depuis très longtemps. Ça avait été abandonné. C'était Glénat qui éditait ça à l'époque. Ça vient de ressortir. C'est un trimestriel. Et c'est pareil. C'est très didactique et il y a un très très bon dossier sur les adaptations littéraires en bande dessinée. C'est pour ça que je l'ai apporté. Mais franchement, ça s'adresse à tout le monde. Excellente interview d'Alan Moore. Ça aborde tous les sujets. Pourquoi les héros ne meurent jamais. Et c'est très très abordable, qu'on soit un érudit ou pas en bande dessinée. Inès, on va évoquer avec vous la série American Gods de Bryan Fuller et Michael Green. Oui. Alors c'est une série qui nous embarque pour un road trip mythologique. Sur la ligne de départ, on a donc le ténébreux Shadow Moon donc un personnage qui sort de prison. Il va être très vite embauché par un mystérieux monsieur Wednesday. Alors si vous voulez, c'est une sorte d'Al Pacino dans L'Associé du Diable, un film que j'aime. Et là, je sens que Xavier est en train de prier pour que je sois foudroyée par intervention divine. Non, c'est un mauvais film. Mais c'est pas voilà, ça c'est fait, je le savais. Sauf que là, il ne s'agit pas de diable, mais de dieu. En fait, Mr. Wednesday, c'est un dieu nordique qui cherche à réunir d'anciennes divinités pour lutter contre les idoles modernes que sont les médias, la mondialisation et les nouvelles technologies auxquelles on sacrifie notre temps et notre argent. Donc, vous l'aurez compris, très vite, on va s'appuyer sur les mythes anciens pour mieux illustrer les réalités complexes de l'Amérique d'aujourd'hui. On abordera les thèmes de la survie en milieu hostile, qui est cette terre d'immigration. Seront également soulevées la question des racines et de l'identité culturelle, mais aussi de la réalisation de notre héros et de son libre arbitre. Bon, et alors, qu'en est-il de l'adaptation du texte sacré ? C'est la question que j'allais vous poser à ce moment-là. Texte sacré, je dis ça pour Marcel, le roman à succès de l'auteur britannique, donc Neil Gaiman, par le duo Brian Hannibal Fuller et Michael Logan Green. Rien que ça suffit à donner la foi. C'est une question qu'on peut poser directement, finalement, à l'auteur, puisqu'il est producteur exécutif de la série. Donc, du coup, il s'est évidemment beaucoup investi dans l'écriture, jusqu'à souffler des idées au duo, des petits personnages comme ça qu'il n'avait pas pu mettre dans le roman par manque de temps. Par contre, ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que ses scènes préférées sont celles qui ont été inventées par les showrunners. D'ailleurs, il faut dire quand même que la patte singulière de Fuller est omniprésente. La filiation à la fois visuelle mais également narrative avec Hannibal est évidente. Tout y est, le sang, la façon de convoquer des impressions, de semer la confusion et les ralentis. Les fameux, encore renforcés par le rythme général lancinant de la série quand même, qui peut donner le sentiment que le road trip fait du surplace. Alors ça peut en freiner certains, mais moi je suis fan de Fuller. Et puis j'ai adoré l'ambiance crue, l'humour noir, les dieux underground. Pour moi c'est donc une adaptation bénie des dieux. L'adaptation réussie ? Oui, quand un auteur et un réalisateur sont complètement en phase. Oui, complètement réussi. 2 mots sur Neil Gaiman. Même plus, si vous voulez. Grand auteur. Il y a Alan Moore qui est là, il y a Dieu. Et puis juste en dessous, il y a Neil Gaiman. Mais pas très loin, il se rapproche de Dieu parce que Dieu travaille plus beaucoup en ce moment. Et c'est le fruit d'un travail American Gods que fait Neil Gaiman depuis de nombreuses années sur la mythologie et le folklore. Et il a fait avec peut-être le meilleur comics de tous les temps, je vais le dire, c'est The Sandman. Il y a déjà American Gods dans Sandman, à tel point qu'il y a un personnage qui est dans Sandman qu'on retrouve dans American Gods. Dans Nancy Boy aussi, il a fait la même chose, il a repris des éléments narratifs. Mon petit bémol sur la série, si on n'a pas lu le livre, il vaut mieux pas aller boire un verre d'eau pendant, parce que sinon c'est un petit peu dur à suivre. Mais sinon on est embarqué, tout ce combat contre ces nouveaux médias, et le langage ordurier des dieux, c'est dans le bouquin aussi. Ils l'ont gardé dans la série, c'est pas évident non plus. Mais tu l'as dit, ça fait des dieux complètement c'est pas aseptisé en tout cas. Pas du tout aseptisé. Il y a du sexe, il y a du sang, c'est ordurier, c'est pas du tout aseptisé. Voilà, ça emprunte beaucoup aux contes philosophiques, aux road movies, ça emprunte un petit peu à tout ça. Il y a du sexe, il y a du sang, c'est ordurier. Le triptyque pour que Xavier Affre aime. Comme le dirait le célèbre philosophe américain, it's amazing. Ça devient une réplique philosophique maintenant. Non, alors je n'ai vu, il faut le dire, faut être honnête, un seul épisode, donc c'est très court quand même pour se faire une idée, mais quand même il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et puis entendre Inès dire j'adore Fuller, moi aussi j'aime beaucoup Samuel Fuller. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive, c'est ça ? Je m'en mets en Camargue, c'est pour ça. American Gods de Bryan Fuller et Michael Green.
important de le signaler, c'est adapté d'un roman de Neil Gaiman. Alors, la question du soir, vous le savez, adaptation littéraire, à qui profite le crime? Nous avons évoqué la bande dessinée, nous avons évoqué le cinéma, nous avons évoqué les séries télé, y compris un ouvrage qui permet de donner des clés et répondre à la question du soir. Et justement, c'est ce que je vais vous demander à cet instant précis. Il nous reste 1 minute 50 d'émission. Adaptation littéraire, à qui profite le crime, Marie-Ange Philippe? Aux spectateurs, voilà. Tout simplement. C'est cash, c'est direct et direct. Moi, je vais être aux producteurs, déjà, aux auteurs, il ne faut pas les oublier, ça profite aussi aux auteurs qui touchent des royalties dessus. Et grâce aux adaptations, on peut redécouvrir leurs œuvres ou découvrir les œuvres des auteurs qui ont été adaptés. Il m'a piqué mes répliques. Moi, je le disais aussi aux producteurs qui s'en mettent plein les poches. Alors là, par exemple, avec les comics, hein, ça vous avez vu que nous n'avons pas parlé de comics. Non, mais moi, je vous le dis, parce que j'aime bien remettre sur le... Je vous l'affirme, monsieur Martinez. Stanley n'a pas besoin des royalties des films pour dire. Et puis, par contre, je trouve que le grand gagnant là-dedans, c'est la littérature. Enfin, c'est le cinéma et la littérature. Oui. Cinéma qui peut en sortir grandi, et la littérature, parce que souvent, quand on voit une adaptation, on a envie de se précipiter sur le bouquin pour le lire. Sur la BD. Bah alors déjà, sur le mot crime, on peut dire que oui, certaines adaptations relèvent de l'infraction, mais si mauvaise soit-elle, un livre, par exemple, bénéficiera... On me dit de faire vite. Allez-y. Pardon. Donc oui, un livre bénéficiera toujours de la couverture médiatique d'un film. On notera que lorsqu'une adaptation sort, les éditeurs réactualisent la couverture et collent l'affiche du film. Alors nous en parlions. Non, oui, c'est vrai. C'est pas joli. Nous en parlions en coulisses tout à l'heure, et avec Marie-Ange Philippe, nous sommes d'accord. La meilleure adaptation d'un livre, c'est incontestablement Cyrano de Bergerac, hein, ah oui, avec l'immense Gérard Depardieu. Ouais, donc voilà, parfait. On va rappeler les ouvrages sélectionnés, les œuvres sélectionnées ce soir. En BD, Pereira prétend de Pierre-Henri Gaumont, les films No Country for Old Men des frères Cohen et Dune de David Lynch, le livre, l'adaptation, le cinéma, Tant besoin du soir et American Gods en série. Merci de nous avoir suivis. À lundi, même lieu, même heure, ça se passe pendant le 20h.